Les savoir-faire de la Monnaie de Paris vous accompagnent en Terre de France. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Bienvenue donc à Colmar. Je vous ai préparé un très joli programme pour les 2 semaines que nous allons passer ensemble dans cette ville charmante. On ne perd pas de temps, dès mon arrivée, je file découvrir l'un des joyaux de la ville, le musée Unterlinden. Réouvert en début 2016 après de gros travaux, le musée ambitionne de devenir l'un des plus importants de France. Avec des œuvres allant de la préhistoire jusqu'à nos jours, on va en prendre plein les yeux. J'ai rendez-vous dans le cloître avec Thierry Kahn, il est le président de la société Schongauer, car ici, c'est une association qui gère le musée. Il va tout nous expliquer. Alors Thierry, on est dans un lieu emblématique de Colmar, le musée Unterlinden, mais surtout, on est dans ce cloître, ce fameux cloître autour duquel a été construit le musée. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? Tout à fait. Vous êtes ici dans le cloître de l'église des Dominicaines. L'église des Dominicains n'est pas loin d'ailleurs. Et ça date du XIIIe siècle. Parallèlement, il y a exactement 170 ans, s'est créée à Colmar une association qu'on appelle encore aujourd'hui Société Schongauer. C'était une association, c'est en fait une société des belles lettres. Qui réunit encore aujourd'hui un certain nombre de passionnés d'art, de passionnés de culture, etc. Et qui avaient envie de sauver ce lieu, c'est ça? Pas tout de suite, qui avaient envie tout d'abord de constituer une collection, d'abord d'estampes, et puis d'autres choses, d'objets d'art un peu de tout ordre. Et finalement, en 1853, la société Schongauer a récupéré plutôt l'église que le reste d'ailleurs, l'église où se trouve ce magnifique retable d'Isenheim, et c'est là le début du musée, qui se trouve sur place depuis 170 ans. Donc il y a des bâtiments anciens, et puis il y a aussi eu des travaux qui ont fait que le musée est devenu un espace très grand. C'est un bâtiment très ancien qui a été mis au goût du jour, rénové, agrandi, jusqu'à très récemment, où il y a eu véritablement une révolution fondamentale de ce musée, puisqu'on a accolé, c'est la mairie qui est le maître de l'ouvrage, un bâtiment qui est l'ancienne piscine municipale, et qui fait maintenant partie du musée, et puis création d'un nouveau bâtiment à côté qui abrite une collection d'art moderne, qui est, alors si on ne parle pas de Paris bien entendu, mais qui est une des plus belles de province, très honnêtement. Donc, mais c'est un des musées les plus visités de province en fait. C'est absolument un des musées les plus visités de province. L'année dernière, nous étions de second au niveau nombre de visiteurs. Mais si vous voulez, ce qui est spécifique, c'est que c'est un musée encyclopédique. Ça veut dire que vous avez... Il y a de tout en fait. Vous avez de tout, ça commence au romain, un peu avant même. Vous avez une très grande collection qui est l'origine du musée, qui est l'art sacré, avec notamment le retable d'Isenheim. Vous avez de l'art populaire avec de l'orfèvrerie, des instruments de musique de très grande qualité, des meubles, bien entendu. Et puis, dans les années 70 à peu près, a été constituée petit à petit une collection d'art moderne. Alors, la fierté de la collection, vous nous en avez parlé, c'est le fameux retable d'Isenheim. Et justement, moi, j'aimerais bien aller le voir. Très bonne idée. Eh bien, je vais vous mettre entre les mains de Raphaël Mariani. Il va vous expliquer, il est attaché de conservation au musée, il est formidable et vous allez pénétrer dans ce monde magique du retable d'Isenheim. Eh bien, c'est génial. Merci beaucoup, Thierry. Voilà, merci à vous et bonne visite. Merci. Raphaël, on est dans le lieu qui accueille le chef-d'œuvre du musée Unterlinden, le fameux retable d'Isenheim. C'est alors une œuvre qui est en plusieurs parties, en fait, qui sont derrière nous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'origine de cette œuvre et à quoi elle servait? Puisqu'en fait, elle avait une utilité.
Effectivement, le retable d'Issenheim vient d'une localité, du nom d'Issenheim, située près de Colmar, où se trouvait un grand couvent, le couvent des Antonins d'Issenheim, un ordre placé sous le patronage de Saint-Antoine, et qui avait la vocation de soigner les malades du feu de Saint-Antoine, qui était une maladie terrible, mortelle, provoquée par un parasite du seigle. Et lorsque les patients arrivaient pour la première fois au couvent des Antonins à Issenheim, ils étaient conduits tout de suite dans le cœur de l'église, du couvent, où se trouvait le retable. Et ils étaient mis, en quelque sorte, conviés à admirer l'œuvre et à en tirer un enseignement spirituel. Ce n'est pas donc l'œuvre n'a pas seulement un rôle décoratif, mais elle a un rôle d'édification pour le chrétien. Donc, première étape dans la guérison. Alors justement, première étape, qu'est-ce qu'on voit au début ? Au début, la plupart du temps, c'est-à-dire la majeure partie de l'année, le retable était fermé. C'est un retable à double paire de volets et pendant la plus grande partie de l'année, l'on voyait le Christ en croix entre la Vierge Marie et Saint Jean. C'est une image certes de souffrance puisque le Christ est représenté comme un cadavre aux doigts tétanisés, c'est un corps sanguinolent. Mais l'on savait également à la fin du Moyen-Âge que le Christ entre la Vierge et Saint Jean est une déisis, c'est-à-dire une allusion au jugement dernier, au moment où tous les morts ressusciteront et seront jugés. C'est-à-dire que c'était aussi un signe subliminal d'espoir et de résurrection. Alors on peut ouvrir ensuite. Alors c'était ouvert pas forcément très souvent. C'était ouvert pour les grandes fêtes de l'année. On ouvrait aux grandes fêtes de l'année, disons Pâques, Noël, l'Assomption. On ouvrait la première paire de volets qui laissait voir un thème iconographique différent qui est l'accomplissement de la nouvelle loi, c'est-à-dire le passage du Christ sur terre, de sa naissance à sa résurrection. Juste derrière nous, on a aussi donc, une scène très particulière avec des monstres un petit peu, qui fait un petit peu peur. Effectivement, elle fait allusion à la vie de Saint Antoine, qui est le saint patron des Antonins d'Issenheim. Et pour la fête du saint, un jour dans l'année, le retable était complètement ouvert et laissait voir sur les côtés l'épisode de la tentation de Saint Antoine. On voit le saint assailli par les démons et certains démons portent des plaies, des abcès qui sont ceux des malades du feu de Saint-Antoine. Le saint, on le voit, est renversé au sol, assailli, et dans le ciel, Dieu le Père veille sur lui. Autrement dit, le message qui est donné aux patients, aux malades, est clair, c'est « croyez et vous serez sauvés ». Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette salle ? C'est un peu le pivot entre les collections anciennes, essentiellement médiévales, et les collections d'art moderne. Donc on a fait le choix de présenter que 3 tableaux qui symbolisent les grandes orientations des collections du musée. Le char de la mort de Théophile Schuler, un peintre strasbourgeois, une œuvre de 1851, qui symbolise le thème de l'histoire, car l'œuvre est largement inspirée de la Révolution de 1848. Derrière nous, Jésus parmi les docteurs de Georges Rouault, une œuvre de 1894 qui évoque le thème religieux, le thème sacré à travers les collections d'Unterlinden. Et puis le fameux tableau Monet. de Claude Monet, La vallée de la Creuse, une œuvre de 1889, avec l'impressionnisme qui est une sorte de signal avant-coureur de toutes les modernités du XXe siècle. On annonce aux visiteurs les collections d'art moderne qui se déploient dans les nouvelles salles suivantes. Ah oui, cette lumière qui nous invite à aller voir un peu plus loin, justement, derrière la colline. Alors, on va voir un peu plus loin. On est devant une autre œuvre emblématique et puis devant une œuvre rare, pas unique, mais rare. Effectivement, il y en a différents exemplaires. C'est Guernica, tissé par Jacqueline de la Baume en 1979, d'après le tableau bien connu de Picasso, conservé au musée Reina Sofia à Madrid. Alors c'était assez exceptionnel en fait que Picasso accepte que son œuvre soit traduite en tapisserie. Oui,
le sud de la France a eu l'occasion de voir exposer les tapisseries qu'avait faites Jacqueline de La Baume d'après des œuvres de peintres modernes après la Deuxième Guerre. Et il a été convaincu par la capacité de la tapisserie à traduire d'une manière renouvelée la puissance expressive de la peinture. Et Jacqueline de La Baume s'en est fait en quelque sorte une spécialité. Picasso lui a donné l'autorisation en quelque sorte d'effectuer 3 exemplaires d'après Guernica par le biais de la tapisserie. Alors il y a beaucoup de couleurs en fait dans cette toile. Au départ c'était un monochrome. C'est un camailleux de noir et de gris peint à l'huile sur toile. Oui. Et Jacqueline de La Baume a elle choisi 11 nuances de laine différentes pour transcrire à travers des teintes tout de même légèrement colorées dans le gris bleu, l'écru, la monochromie choisie par Picasso pour donner plus de force expressive à son œuvre. La lissière a vraiment choisi non seulement des teintes, mais aussi de délimiter les couleurs, de donner des effets de texture à sa tapisserie que l'on ne retrouve pas dans l'original et qui contribue à en faire une œuvre tout à fait singulière. Merci beaucoup Raphaël pour cette chouette visite. On était donc à Unterlinden, dans le musée d'Unterlinden, et on a passé un très beau moment avec vous. Merci. Merci à vous. Je quitte le musée Unterlinden avec déjà l'envie de revenir. J'ai rendez-vous à 2 pas à la bibliothèque des Dominicains pour vous raconter l'histoire d'un déménagement hors norme. Ici sont entreposés des centaines de milliers de livres, d'ouvrages anciens et de documents, l'une des plus belles collections de France. Et tout ce petit monde se prépare pour les travaux d'un futur centre européen du livre. Il faut nettoyer, dépoussiérer, protéger. Et c'est Rémi Cazin qui veille sur ce beau projet. Rémi, on est dans un lieu qui est un peu particulier, presque secret, même ici à Colmar. Et d'ailleurs, je crois qu'en ce moment, il est fermé au public, donc on est un peu des privilégiés. Doublement secret, tout à fait, oui. Un cloître, à nouveau. Alors, on en a déjà vu un juste avant au musée d'Unterlinden, puisque c'est vrai qu'il y a un passé médiéval extrêmement fort et puis qui a été conservé. Et donc, ce cloître, en fait, c'est les hommes, c'est ça, hein. On a vu le cloître des femmes et maintenant, c'est le cloître des hommes. Unterlinden accueillait les sœurs de l'ordre dominicain et ici, voilà, c'était le couvent des frères qui datent tous les deux à peu près de la même période, c'est-à-dire de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Alors, vous, Rémi, vous êtes conservateur des bibliothèques, c'est-à-dire que ce lieu, en fait, il a changé au cours du temps d'affectation, c'est ça? Tout à fait. Une histoire un peu mouvementée depuis la Révolution, oui. Et aujourd'hui, en fait, depuis 1951, très précisément, il accueille la bibliothèque de la ville de Colmar, avec de très riches fonds anciens et de toute nature, des livres, des estampes, des monnaies aussi. Des incunables aussi. Des incunables. On peut expliquer ce que c'est qu'un incunable? Alors on appelle incunable, ça vient du mot latin qui veut dire le berceau, et ça désigne les premiers livres imprimés entre 1455, on va dire, qui est la date traditionnellement attribuée à la fameuse Bible de Gutenberg, et 1500. Tous les livres imprimés dans cette tranche chronologique sont dits des incunables. Un atelier, plus modestement, mais enfin, quand même, une part importante de la maison. Donc, on vous présente nos relieurs restaurateurs, enfin une partie de l'équipe, tout le monde n'est pas là, Béatrice et Esther. Enchantée. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il faut savoir qu'on utilise les mêmes machines depuis le XIIIe ou XIVe siècle à peu près. D'accord. Donc c'est un métier qui a ses lettres de noblesse. Oui, bien sûr. C'est un métier qui n'a pas beaucoup évolué depuis 6 siècles. C'est un plaisir de découvrir le travail de fourmi, hein, presque. Enfin, c'est vraiment... Le travail des bénédictins et puis au service de ce bel instrument, enfin de ce noble instrument qu'est le livre, comme dit. Donc, parce que le texte, c'est bien, mais il faut qu'il soit protégé pour traverser les temps, arriver jusqu'à nous.
Rémi, le bruit qu'on entend, ça ressemble à un aspirateur un petit peu. C'est un aspirateur. Ah oui. C'est même plusieurs aspirateurs. Donc c'est 300 000 ouvrages à aspirer, c'est ça? C'est un Affirmatif. travail de titan. Plus les 10 km d'étagères à nettoyer aussi, parce que la poussière, c'est aussi le mobilier, bien sûr. Ce déménagement, c'est aussi le point de départ d'un projet qui est assez exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les collections sont déménagées pour laisser la place à des travaux de rénovation, restauration, restructuration du site, dans le but de transformer la bibliothèque en bibliothèque et musée, où les plus belles pièces de la collection seront exposées de façon permanente. Oui, donc tout ça, tous les ouvrages qui étaient un peu cachés jusqu'à présent, on va pouvoir y avoir accès. On peut en voir quelques-uns? On va vous faire ça. Rémi, quels sont les trésors que vous nous avez préparés? Alors, ils sont multiples, mais vous n'en verrez qu'un tout petit échantillon, bien sûr. C'est le royaume d'Alban qui nous a choisi quelques-unes des pièces représentatives de la collection. Mais merci Alban, alors vous allez nous montrer une estampe, c'est ça? Une lithographie faite par Jacques Rothmüller en 1840. Et donc c'est une vue de la ville de Colmar qu'on reconnaît à la collégiale Saint-Martin. Et au loin, on peut apercevoir le château du Hollandsbourg et les 3 châteaux d'Eguisheim. C'est un artiste d'ici ou c'est... Oui, c'est un artiste qui est né à Colmar et qui a énormément représenté des vues en Alsace, des châteaux forts, des monuments. La bibliothèque conserve quelques 400 manuscrits d'époque médiévale, on va dire. Donc il s'agit d'un psautier. Alors il contient quelques enluminures. Alors là, c'est l'enluminure du XVe siècle, plus authentique que ça. Donc, sur une feuille d'or, alors qui est un peu, ce n'est pas l'enluminure, qui est filigranée, c'est-à-dire qu'il y a un motif qui a encore été dessiné à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le distinguez. On voit des arabesques, des volutes. Oui, il y a des oiseaux aussi. Donc un décor d'oiseaux sur des branches. Un autre qui date de la même époque, à peu près, 15e siècle, et qui provient de l'abbaye de Murbach, qui se trouve dans la région. C'est une découverte qui a été faite dans la bibliothèque par une collègue en 2009. Il s'avère que ce sont les deux côtés du livre, 2 fragments de 2 feuillets, d'un exemplaire du livre le plus célèbre qui soit, la Bible de Gutenberg. La Bible de Gutenberg. Incroyable. Ça vous dit de retourner en enfance? Parce que moi j'ai très envie de vous montrer cette dernière belle adresse pour aujourd'hui, le musée du jouet. Il n'en faut pas plus pour me donner envie d'y courir. C'est dans le centre de Colmar, à quelques minutes à pied de la bibliothèque. Elsa m'attend pour une petite partie. Et on se débrouille plutôt bien là. Ouais. Il y a les petites bêtes bizarres. Petit crabe. Un peu en traître là, mais on va y arriver. Non. Ah. Bon, c'est pas encore pour cette fois. Mais bon, avec un peu d'entraînement, oui, mais je pense que devenir championne. Voilà, c'est ça, championne. Moi, je vous présente Elsa qui nous accompagne aujourd'hui au musée du jouet. Voilà, on va retrouver notre âme d'enfant, parce que je crois qu'il y en a vraiment pour les petits et aussi pour les grands. Une petite séquence nostalgie aussi pour nous, dans ce lieu qui n'a pas toujours été un musée, c'est ça? Non. Avant, c'était un ancien cinéma, donc vous le voyez par l'architecture générale, en fait, avec ses différents balcons et cet espace qui servait d'écran de projection. Donc ici, on est plutôt sur les jouets dédiés à l'imitation, c'est ça, tout en bas? Alors oui, on a différentes vitrines thématiques. Alors là, vous avez tout ce qui est jouets de construction et jouets automatiques, on va dire, comme les robots, les petits jouets qu'on remonte. Et puis de l'autre côté, vous avez plus les jouets d'imitation, mais plus garçons, mais avec tout ce qui est voiture. On va dire traditionnellement garçons. Traditionnellement garçons, c'est vrai qu'on essaie de casser les genres aussi ici, avec tout ce qui est petits soldats, petites voitures. On a aussi également des très belles collections de chevaux. Le musée a ouvert en décembre 1993, suite à l'impulsion de la ville et de Georges Trinquot, qui était collectionneur, qui a amené une première partie de sa collection, qui a permis d'ouvrir le musée. Et vraiment, ces collections qu'on essaie d'étoffer. Et puis on a des pièces qui sont quand même très anciennes, non?
On essaye d'avoir des pièces du 19e siècle à nos jours, parce qu'après, c'est très compliqué de les dater, et puis de trouver des pièces en bon état qu'on puisse présenter correctement au public. Puis aujourd'hui, ce serait difficile d'avoir tous les jouets qui existent. Je pense qu'il y a une époque où les jouets, quand même, voilà, les enfants avaient un jouet dans leur chambre, et maintenant, il y a une profusion. Ça a commencé vers le 19e siècle, où l'enfant a commencé à devenir un vrai enfant, on commençait à lui donner une vraie place, avec des jouets à lui. Donc il y avait vraiment cette dynamique du jeu et du jouet. Alors Elsa, à quoi jouait-on dans les années 30 ? Alors c'est vrai que c'est vraiment à partir des années 30-50 que les enfants ont commencé à avoir leur propre chambre, donc leurs propres jouets vraiment dédiés à l'amusement. Donc on retrouve vraiment des classiques, on retrouve encore maintenant, hein, comme le jeu de Monopoly, le cochon qui rit aussi. Le nain jaune, j'ai vu. Le nain jaune aussi. Et puis vraiment les intemporels comme la poupée, qui n'a pas vieilli depuis des siècles. Justement, on en a plein ici. On en a plein. Alors elle n'a pas vieilli, mais elle a beaucoup changé quand même. Elle a changé en fonction des époques, de l'évolution des matériaux et puis de l'évolution de la société tout simplement. Alors les premières qui sont là, elles ressemblent vraiment à des adultes miniatures. On les habillait avec des belles tenues, elles avaient encore des cheveux naturels. Ah, des vrais cheveux? Des vrais cheveux, voilà. D'accord. Ensuite on change de matière. Hein. On change de matière, ça ressemble un peu au plastique, au celluloïd. C'est l'époque de la mécanisation, donc les visages sont moulés en usine. Donc c'est vraiment le côté industrialisation du jouet également. Donc c'est produit en série. Du coup les prix baissent et plus d'enfants peuvent se payer ce jouet. Oui. Moi j'ai connu ça. J'ai connu ça. ma mère avait une poupée comme ça et je me rappelle qu'on l'a gardée très très longtemps à la maison. Oui, c'était une très belle pièce. Ouais. L'étage des trains, un étage pour les passionnés. Pour les passionnés. Et par les passionnés. Oui, par les passionnés et pour tous les rêveurs, pour tous les voyageurs. On a un magnifique réseau de trains qui s'étend sur l'ensemble du musée, donc il fait tout le tour. Hein, et vous le revoyez passer. Avec des cycles jour et nuit, c'est vraiment comme une petite ville, c'est très vivant. Pour faire fonctionner un train comme ceux qu'on voit là, il faut quand même avoir un petit peu de connaissances. En mécanique. Oui, c'est ça, un petit peu en tout ce qui est électricité. Il faut aussi aimer faire de la maquette parce qu'il n'y a pas que le train, il y a aussi tout le décor qu'il y a autour. Il faut construire tout ça. C'est ça, il faut s'imaginer un monde. C'est donc ici que s'achève notre première journée à Colmar, mais vous vous doutez bien qu'il reste encore beaucoup de choses à voir. Une balade à travers la ville, de la gastronomie, du vin. Le programme du prochain épisode sera riche et passionnant. Juste avant de se quitter, je vous laisse avec le retour de notre série sur les pièces de la Monnaie de Paris. Premier épisode de notre nouvelle série sur les pièces de la Monnaie de Paris à la découverte des régions de France avec le regard de Jean-Paul Gaultier. Et pour bien débuter, direction l'Alsace. Willkommen im Elsass, bienvenue en Alsace. Aujourd'hui, je vous accueille dans ma région de cœur pour parler d'une des nouvelles pièces régionales éditées par la Monnaie de Paris, celle de l'Alsace, et pensée par Jean-Paul Gaultier. Alors, quand on pense à l'Alsace, moi je pense à la convivialité, à l'accent du cœur, à la rigueur aussi, mais aussi au marché de Noël, la route des vins, la gastronomie et aussi la sincérité, vraiment aussi. Découvrons à présent notre belle région Alsace à travers le regard de Jean-Paul Gaultier. Merci bien. Je la découvre avec vous. On a donc une très belle femme avec une démarche assurée. On dirait que c'est une battante et notre région s'est battue aussi à travers l'histoire. D'un côté, elle tient un panier qui ressemble, quand on le tourne comme ça, au Kugelhupf, une des pâtisseries phares effectivement de notre région. De l'autre côté, elle tient un bretzel. Donc là aussi, on retrouve vraiment le côté gastronomique. Derrière cette femme qui a des tresses et qui est coiffée de notre superbe coiffe alsacienne, on retrouve des grappes de raisin, bien sûr, parce qu'on a un vignoble très fourni, des vignerons travailleurs qui produisent un vin exceptionnel réputé à travers le monde. On voit aussi des habitations, ce sont des maisons à colombage, qui sont coiffées justement de nids de cigognes. Je suis vraiment ravie du symbole que Jean-Paul Gaultier amène ici parce qu'il est connu pour être dans un monde très strass et paillettes, très glamour, très parisien aussi. Et ici, on voit qu'il s'intéresse aux régions, à notre terroir,
au terroir de la France. Cette pièce représente vraiment la féminité, l'Alsace forte, et on aime beaucoup ça ici. Je pense que pour toutes les personnes qui ne connaissent pas la région, ce sera un magnifique souvenir et on peut y ressentir voilà, toute la force et toute l'intensité des valeurs de notre région. Et pour tous les Alsaciens, bien sûr, on est toujours très fiers quand il y a un produit régional qui sort. D'ailleurs, moi je vais l'emmener chez moi. J'ai le droit? Ok. Dans le prochain épisode, nous prendrons la direction de Paris. Des pièces de monnaie à collectionner ou à offrir, à retrouver dans vos bureaux de poste, chez les buralistes participant à l'opération et bien sûr sur monnaiedeparis.fr. Les savoir-faire de la Monnaie de Paris vous accompagnent en terre de France.